Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente votre nouveau professeur d'histoire, Monsieur Edouard. Bonjour. Eh bien, Jonathan, ne fais pas ton timide, dis bonjour toi aussi. Bonjour, monsieur. Bien, professeur, si vous avez le moindre souci, vous m'appelez? Très bien. Bon courage, professeur. Alors, je suis le professeur Edouard et nous n'allons pas parler de l'histoire-géographie, mais de l'histoire du jeu vidéo. Pas des jeux actuels, hein, mais des titres des années 80. Il n'y aura pas de Call of, hein, que des vieux jeux tout moches. On va apprendre plein de trucs. Attaquons. Je sais bien que ce n'est pas avec vous que j'ai mené ce cours, mais j'avais déjà parlé des débuts de la plateforme avec Donkey Kong qui a joué un rôle prépondérant à l'apparition du genre. On oublie donc la liberté, l'action frénétique du shoot 'em up. Ici, nous voilà maintenus au sol par la gravité et le saut devient alors la caractéristique essentielle du genre pour éviter les sprites ou accéder à certaines zones de jeu. J'avais donc observé avec mes anciens élèves des titres fonctionnant avant tout par tableau, ce qui était, rappelons-le, une caractéristique de nombreux jeux du début des années 80. Dans Aldo's Adventure, on contrôle un petit personnage à moustache qui doit éviter des tonneaux. C'est bien entendu un vibrant hommage à Donkey Kong. Seulement, Aldo a l'air tout de même bien plus crapuleux que son modèle Mario. En effet, il ne parcourt pas les tableaux pour délivrer une demoiselle en détresse, mais pour récupérer un maximum de trésors, de diamants et de lingots d'or. Vous aurez compris l'humour du titre. Restons pour le moment avec ces jeux un poil classiques, mais en revanche, ce que je vous propose, c'est que nous traversions le Pacifique pour découvrir quelques titres japonais. Bubble Bobble, nous y incarnons un petit dragon qui, naturellement, crache des bulles. Attention, cachez-vous, un dragon cracheur de bulles. Les élèves rigolent jamais à mes blagues d'habitude. Ah, elle était bien trouvée. Bon, bref, les niveaux se succèdent par tableau et notre objectif est d'y vaincre dans chacun d'eux tous les ennemis. Pour cela, nous devons les prendre au piège dans l'une de nos bulles et parvenir à éclater cette dernière en sautant dessus ou en la laissant retomber sur les écailles de notre dragon. Le titre connaîtra une suite, Rainbow Islands. Mais un dragon qui lance des bulles, c'est peut-être un petit peu trop violent, non? Remplaçons-le par un garçon qui lance des arcs-en-ciel. Ça devient vraiment inquiétant là. Ceux-ci nous servent à terrasser nos adversaires et à créer des plateformes utiles pour avancer dans les niveaux qui se parcourent donc vers le haut. Et si l'on souhaite rester dans ces titres japonais très colorés, nous pourrions parler de New Zealand Story, où l'on incarne Tiki qui part à la recherche de tous ses amis capturés. Les niveaux sont vastes et non linéaires. Mais on va un petit peu vite là, souvenez-vous, nous nous étions arrêtés à la progression tableau par tableau avec Pitfall. Monsieur, c'était pas avec nous ça. Vous pouvez tout reprendre depuis le début? Non, parce que je pense qu'il y en a qui seraient pas contents et qui souhaitent que ça avance. À présent, laissez-moi vous présenter mes acolytes. Il est vrai que progresser de tableau en tableau impose finalement beaucoup de lourdeur à la mise en scène. Cela demande un découpage et donc une vision segmentée de l'univers. En revanche, un travelling s'avère, vous le remarquez, bien plus fluide. Enfin, si on a le matériel adéquat, pas comme nous, ce n'est pas censé trembler de partout. C'est d'ailleurs ce que proposait un bon nombre de shoot 'em up. Eh bien Namco, connu à ce moment pour son énorme succès Pac-Man, conserve sa nouvelle mascotte pour Pac-Land, jeu de plateforme à scrolling. Voici une toute nouvelle manière d'envisager la plateforme. Un niveau forme à présent un tout là où le découpage nous proposait différents cœurs de jeu à chaque tableau, les challenges se succédant les uns après les autres. On retrouve donc ici comme ennemis les fameux fantômes et même les vitamines qui nous permettent de manger ces derniers. Avec ce titre, Namco assume totalement sa volonté d'ériger Pac-Man en véritable mascotte. Après tout, la bande dessinée a ses héros. Le cinéma, et bien pourquoi pas le jeu vidéo? C'est bien sûr un concept commercial aux yeux de l'éditeur. Malheureusement pour Namco, un certain Mario est sur le point d'arriver et de voler clairement la vedette à Pac-Man. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose à nouveau de revenir sur le crash de 1983. Début des années 80, trop de consoles, trop de jeux et bien souvent médiocre. L'offre dépasse largement la demande, beaucoup d'idées
éditeurs et presque toutes les consoles voient leurs ventes chuter et sont contraints de stopper leur activité. Suite à cela, l'entreprise japonaise Nintendo débarque avec la NES et des consignes très strictes pour les éditeurs. Chaque jeu, pour être vendu sur le support, doivent avant tout être approuvés par la firme. Nintendo limite à 5 jeux les éditeurs tierces. La qualité doit primer sur la quantité. La NES se vend à des chiffres records en Asie, puis en Europe et aux États-Unis et détient plus de 80% des parts du marché. C'est tout simplement l'âge d'or de Nintendo. Namco détient donc sa mascotte, Pac-Man. Nintendo doit bien trouver la sienne, et pourquoi pas ce petit plombier moustachu qui avait fait un carton début des années 80. En 1983, on le retrouvait justement sous le nom de Mario Bros dans le jeu du même nom. Eh bien, il sera le héros du titre qui sans aucun doute reste pour beaucoup la référence du jeu vidéo, Super Mario Bros. Bowser, le roi des copas, a enlevé la princesse Peach. Mario part donc à son secours. On retrouve le scrolling qui deviendra alors la marque de fabrique du genre, mais l'univers y est bien plus riche que Pac-Land. Mario se déplace et peut sauter, rien d'extraordinaire. Mais en maintenant le bouton B de la manette, il peut aussi courir et donc sauter encore plus loin. La maniabilité y est parfaite, la physique cohérente. En courant, Mario est moins maniable et glisse. Lorsqu'il saute sur un ennemi, cela lui fait faire un autre petit saut. Mais ce n'est pas tout ici, pas de barre de vie. Miyamoto, le concepteur, juge que de mourir au moindre impact est trop punitif et frustrant pour le joueur. Mais comment éviter cette barre de vie encombrante ? Eh bien, un bonus ici, un champignon modifie le design de Mario. Celui-ci grand peut être touché une fois avant de reprendre sa taille initiale. Cela devient vite intuitif. Mario grand nous autorise une erreur, Mario petit nous l'interdit. Tout y est logique. Pourquoi Mario est-il un plombier ? Car il passe dans des tuyaux pour accéder à des warp zones, des zones de jeu cachées. Dans quel but intégrer celles-ci ? Car à l'époque, les cartouches ne permettent pas de sauvegarder nos parties. Certaines warp zones nous permettent alors de passer plusieurs niveaux sans avoir à les parcourir. Idée judicieuse pour remplacer le système de sauvegarde. Les ennemis sont aussi très bien pensés avec par exemple les copas avec lesquels on peut se servir de leur carapace comme projectile. Il est donc naturel que le grand méchant soit en réalité un copa un peu plus imposant. L'affrontement propose d'ailleurs un gameplay tout à fait original où il nous faut parvenir à passer derrière Bowser, ce qui pourrait presque être le concept d'un jeu d'arcade. Le titre peut paraître sacrément loufoque au premier spectateur, mais il est pour le joueur d'une cohérence probablement encore jamais inégalée dans le jeu vidéo. Ceci étant, la firme japonaise va aussi avoir un concurrent bien moins en vue au début des années 80, mais que nous ne pouvons négliger, Sega. Qui est déjà un des leaders dans le monde de l'arcade, propose aussi sa console, la Master System. Techniquement, la console est supérieure à la NES, mais ne peut rivaliser avec les campagnes promotionnelles de cette dernière et de ses titres déjà cultes dans bon nombre de régions. Très mal vendue aux États-Unis et au Japon, c'est sur le sol européen qu'elle s'en sortira le moins mal. Et si Sega souhaite concurrencer Nintendo, il faudra aussi concurrencer sa mascotte, ce plombier moustachu qui fait un véritable carton. Et pourquoi pas Wonder Boy ? Il s'agit d'un succès de Sega en arcade. La firme convertit donc le jeu pour sa console. On y incarne Tom Tom, le jeu est plus exigeant et nous demande un rythme assez soutenu. La barre de vie de Tom Tom ne cesse de diminuer, il nous faut donc collecter la nourriture pour éviter que celle-ci ne tombe à zéro. Là aussi, les œufs cachent certains bonus. Le skateboard est plus maniable et comme le champignon de Mario, nous permet de nous faire toucher une fois avant de mourir. Le tomahawk nous permet de lancer des projectiles, tout comme la fleur. Et comme l'étoile de Mario, l'ange rend invincible Tom Tom pendant une petite période. Et oui, si l'on souhaite concurrencer Mario, faut-il avant tout s'en distinguer. Heureusement, Sega n'est pas à court de mascottes. Le jeu fourni avec la Master System est Alex Kidd, et oui, ici ça paraît clair, on prend le nom du personnage pour le titre du jeu. Alex se sert de ses points pour combattre les ennemis, et là aussi, peut récupérer certains objets bonus. Alex peut aussi, avec l'argent qu'il récolte, acheter des véhicules, ce qui change totalement la maniabilité du personnage. Il est un atout indéniable, une idée originale aussi, et d'affronter certains boss à pierre, feuille, ciseaux. Alors c'est certes surprenant, mais à vrai dire, loin d'être fun. Cela réduit notre affrontement à un simple jeu de hasard. Nous l'avons donc constaté, la plateforme marque l'apparition des premières mascottes du jeu vidéo et la suprématie de Mario est incontestable. Seulement, nous ne sommes qu'au milieu des années 80. Sega n'a pas encore joué toutes ses cartes. Le fameux hérisson n'existe toujours pas, ce qui explique que... Ah, bon, bah... ça a sonné, hein, vous pouvez ranger vos affaires. Monsieur, vous avez pas fini? Ça nous dérange pas de rester un petit peu plus si vous voulez continuer. C'est gentil, mais ça a sonné, moi j'ai envie de rentrer chez moi. Hein. Bon, vous penserez à vous couper les cheveux, parce que vos moumoutes là...
n'êtes plus là du jour au lendemain. Avec vous, on parlait de Mario et de Pac-Man. Avec notre nouveau professeur, Monsieur Dubois, on parle d'Hitler et de Staline. Y a pas à dire, ces deux-là sont beaucoup moins rigolos. Quand est-ce que vous revenez, Leïla? Professeur Edouard, votre cours était particulièrement ennuyeux. Mais elle prenait pas mal, tous les cours sont ennuyeux. Mais on se demande quand même tous où vous êtes passés. Moi j'ai dit à tout le monde que vous jouiez tellement à World of Warcraft que maintenant, comme nous, vous séchez l'école. Ça vous rend cool auprès de tout le monde. Cher professeur, je ne trouve pas juste que vous nous abandonniez en cours de cursus en n'ayant même pas terminé le programme. Pourriez-vous tout de même me transmettre les cours par correspondance? Jean-Charles. Monsieur, c'est vraiment pas cool d'être parti. Les jeux vidéo, c'était peut-être la seule matière où j'avais une chance d'avoir au-dessus de la moyenne. S'il vous plaît, revenez. Au moins pour mes parents qui n'ont pas l'habitude que j'ai des bonnes notes. Monsieur, je suis bloqué dans Bioshock. Au moment où j'arrive dans le cimetière, je ne sais pas ce que je dois faire. Comme vous êtes professeur de jeux vidéo, je me demandais si vous pouviez me donner la solution. Merci beaucoup. Wesh monsieur, c'est Jonathan. D'après ce qu'il se dit, c'est le proviseur qui vous a viré. Si vous me le demandez, j'hésiterai pas à ne plus aller à l'école et puis faire mes devoirs pour vous soutenir. Ça ne fait pas peur, hein. Monsieur, je me demandais comment vous allez nous mettre des notes avec votre cours. Est-ce qu'on va jouer à des jeux et plus on est fort, plus on a une bonne note?